Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Haïm Musicante, écrivain, journaliste, membre du comité du Conseil fédéral de la LICRA, ainsi que l'auteur du podcast Un jour, une histoire, diffusé par Radio Shalom, qui nous vient avec un livre impressionnant consacré à Jean-Pierre Bloch, cette haute figure juive française dont la vie s'inscrit sous le signe d'une épopée nourrie d'engagement à résister sous toutes ses formes face à l'oppression, à l'injustice, au racisme et à l'antisémitisme. Alors cet ouvrage consacré à l'inégalable Jean-Pierre Bloch, cet ami des Klarsfeld, que nous avons bien connu et apprécié, est un véritable bijou. Et je pèse mes mots. Cet ouvrage appartient à la catégorie de ceux qu'on ne lâche plus une fois appréhendé la première ligne. Il se lit comme un roman d'aventure, des aventures vraies, qui nous habitent longtemps, car Jean-Pierre Bloch était un battant, un prince juif, mi-ashkénaze, mi-séfarade, un homme sans peur, un mensch, un homme fier, républicain jusqu'au bout des ongles, qui manque tant aujourd'hui où les Juifs sont à nouveau l'objet de haine, dans le contexte d'une violence qui devient de plus en plus aiguë dans notre pays. L'épopée de Jean-Pierre Bloch s'inscrit comme une antidote aux problèmes de notre temps. Razak à toi, Haïm Musicante, d'avoir redonné de la lumière à ce mensch qui lutta au nom de la justice et de la liberté jusqu'à son dernier souffle, et ça se passait donc en 1999. Voilà ce que je voulais te dire de tout cœur, parce que je ne m'attendais pas, en ouvrant ce livre, je ne m'attendais pas à être aussi passionné par cette lecture. Vraiment, chapeau, bravo. Alors, question, mais comment, au fond, c'est une idée qui t'habitait depuis toujours, ça, puisque, regarde, ta première rencontre, elle se passe, si j'ai bien compris, dans les années 70 avec lui. Oui. Mais écoute, tout d'abord, Claude, je voudrais te dire que pour moi, c'est aussi un honneur que tu me reçoives dans ton émission, parce que, tu sais, depuis le début de Radio Shalom, tu es ici, au fond, pour transmettre la mémoire et pour que l'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Et je voudrais vraiment te rendre hommage. Alors, Jean-Pierre Bloch, alors pourquoi ce livre ? Eh bien, effectivement, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai aimé, que j'ai respecté. Et c'était un livre qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Très longtemps, parce que je me disais, c'est quelqu'un de fabuleux, qui s'est battu tout le long de sa vie, avec sa femme, Gabi, que j'associe vraiment, ça a été un couple merveilleux. Et c'est un livre que j'avais commencé à écrire il y a 2 ans. Et puis, il y a 2 ans, 7 octobre, et j'ai un fils en Israël qui m'a dit, écoute, papa, le public français, francophone, ne comprend rien au 7 octobre, ne sait pas ce qui se passe. Et il y a eu toute une série de gens qui, le 7 octobre, ont fait des choses absolument héroïques. Bien sûr des militaires, mais aussi des civils, des juifs, des musulmans, des druzes, des chrétiens. Et il m'a incité à écrire un livre sur une 50aine de ces héros méconnus. Et au fond, une fois que j'ai terminé ce livre, je me suis dit, je vais parler d'autres héros. Parce qu'au fond, moi, ce qui me passionne, c'est de parler de héros. Alors, dans ta présentation, tu as parlé de gens qui, pour moi, sont très chers. Beat et Serge Klarsfeld, justement, qui ont été aussi des compagnons de route de Pierre Bloch. Mais je voudrais juste ajouter un mot. C'est que dans ce monde de 2025, où l'antisémitisme et l'imbécilisme sont de retour. Bien sûr. Dans ce monde où le niveau culturel est de plus en plus bas. Et puis, pardonne-moi, mais il manque une voix forte, comme celle de Jean-Pierre Bloch. Une voix forte, c'est-à-dire une voix qui donne, on peut dire, la pêche aujourd'hui, parce que, on peut le dire, le pays, il est sombre, quoi.
il est sombre pour les esprits, il faut le savoir. Mais écoute, je vais te dire, je vais commencer par une anecdote. Oui. Hein, on est quand même dans une période d'été, on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps. C'est que bien souvent, j'ai posé la question à des amis, à des gens, mais est-ce que vous pouvez me dire quel est l'homme le plus important de la communauté juive? Alors certains me disaient le grand rabbin de France, d'autres me disaient l'archevêque de Paris, voilà, ou le président du CRIF. Oui. D'autres me disaient mais non, c'est le président du consistoire central. D'autres me disaient c'est le président du Fonds social. Je leur dis vous avez tout faux. L'homme le plus important de la communauté juive, c'est celui qui fait des photos. Parce que votre espoir, c'est d'avoir un selfie ou une photo avec telle ou telle personnalité. Alors, c'est une façon ironique de dire qu'effectivement, dans ce monde... Tu veux dire qu'on est dans le monde des égaux, quoi. Aussi, on est dans le monde du superficiel. Voilà. Et on est dans... Tu sais, on est dans le monde du manque de courage. C'est-à-dire que Pierre Bloch faisait partie de ces gens qu'on n'a plus, qui étaient des gens qui étaient prêts à prendre des risques, qui refusaient de faire des concessions. Et pour eux... Et puis, pardonne-moi, mais qui ressemble étrangement, je dirais, au Klarsfeld aussi, parce que ce qui compte avant tout pour eux, c'est un combat éthique au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Et pour ça, ils sont prêts à affronter, je dirais, les plus hautes instances de la République, etc. Enfin, je veux dire, c'est un combat éthique. Alors, si tu permets, moi, j'ai beaucoup aimé ta première rencontre. Alors, je vais te citer, je vais te lire, si tu veux. Tu dis « Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un mercredi après-midi de mars 1979. J'avais un peu plus de 27 ans. J'étais ému, quelque peu tremblotant. J'étais en effet sur le chemin pour mon premier rendez-vous avec un géant, un héros de l'histoire du XXe siècle. Je le connaissais de réputation, j'avais lu des articles, vu des photos de lui, mais je n'avais jamais rencontré de ma vie cet homme hors du commun qui symbolisait pour moi l'engagement, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Cet homme, c'était Jean-Pierre Bloch. Alors là, le décor est donné, quoi. Je veux dire, on sent que, bon, tu es dans la sincérité. Cet homme-là, il a, quelque part, émerveillé ta vie, quoi. C'est évident. Ben oui, mais écoute, tu sais, on n'a pas souvent la chance de rencontrer ce que j'appellerais des... Je ne vais pas employer le mot de héros, mais des gens exemplaires qui se battent, pour des idées, qui prennent tous les risques. Et Pierre Bloch, depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, c'était quelqu'un qui n'a pas hésité à faire le coup de poing, qui, on en parlera plus tard, qui s'est battu contre les nazis. Et effectivement, pour moi, ça a été, comme tu le décris très bien, une émotion et un choc de me dire, mais je rencontre un géant, mais ça n'arrive pas tous les jours. Et comment dirais-je, je pense que Jean-Pierre Bloch, c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. Oui, mais en tous les cas, cet ouvrage en rencontre. Je dirais que plus qu'un ouvrage, plus qu'une biographie, c'est véritablement un hommage posthume, quoi, et qui le mérite ô combien. Alors, il faut savoir, bon, c'est un homme qui, bon, il est né en 1905, 14 avril 1905, d'un père, ashkénaze et d'une mère séfarade, et que très tôt, quelques 20 ans après, quoi, à peine 20 ans après, il va tout de suite adhérer à la LICA. À ce moment-là, c'était la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et au fond, ta rencontre avec lui, c'est évidemment une rencontre, je dirais, amicale, même plus qu'amicale, affective, mais aussi sous l'égide de ce qui te motivait aussi à l'époque, c'est-à-dire ta charge au sein de la LICRA. Oui, et également du Bnei Brit. Et du Bnei Brit, exactement, voilà. Puisque lui patronnait tout ça. Oui, c'est ça. Et donc, comment dirais-je, moi je le connaissais sans le connaître, parce qu'à l'époque, la LICRA, c'était... la même année, la LICRA allait devenir la LICRA. C'est ça. Mais pour moi, la LICA, c'était des tas de combats. C'était à l'époque les Juifs d'Urs.
Bien sûr. C'était depuis plusieurs années les combats avec Béate. Et tu te souviens, avec le droit de vivre, évidemment, qui reprenait tout ça, la lutte contre pour la libération des Juifs, avec quelqu'un que tu as connu aussi, qui était Michel Pudlowski, qui était le cousin d'Ida Noudel, avec lequel on avait créé une association avec justement nos amis qui ont disparu aussi, Georges et Sarah Wojakowski. C'était cette grande époque, on l'a oublié aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais ces Juifs-là, c'était véritablement persécutés, quoi. Oui, absolument. Mais tu vois, ça fait partie de ce que j'appelle qui est la mémoire qui s'enfouit ou la mémoire qu'on ne connaît pas. Les nouvelles générations ne savent pas grand-chose. Et nous, on est peut-être les derniers des dinosaures parce qu'on a vécu, ou on est les témoins, ou on est les successeurs de gens qui ont vécu des épreuves absolument terribles. Et tu as raison. Alors, les Juifs durs, si tu veux, juste, je te raconte une anecdote qui va également amuser nos auditeurs, c'est que il y a eu, et on y était tous les deux, je pense, des tas de manifestations devant l'ambassade du Lyon. Où on était photographiés à ce moment-là par le KGB, il faut le dire. Hein. On était fichés par le KGB. Absolument. Et alors, ce que je voulais raconter à nos auditeurs, c'est que Pierre Bloch était un homme merveilleux, mais assez distrait, qui se mélangeait dans les noms. Et puis, il y a une manif, donc, et il termine son discours en disant « Et il faut libérer Sieraski ». Et quand il a terminé, quand il descend du podium, les gens lui disent « Mais attends, c'était une manif pour la libération de Sharansky ». Et il avait confondu Sharansky avec son associé Sieraski. C'est ça, Alors, dans cet ouvrage, si tu permets, je crois qu'il est bien fait. Je parlais de une sorte de puzzle reconstitué. On ne pourra pas, malheureusement, il faudrait revenir parce qu'on ne pourra pas tout restituer. Mais il y a comme ça des choses très, très importantes. D'abord, ses engagements politiques. Parce que voilà un homme qui est un humaniste, qui est, on peut dire, un responsable associatif, mais qui est avant tout aussi un journaliste. Et tu parles de ses premiers engagements politiques, et pour lui, ça ne va pas être facile parce qu'en réalité, il va malheureusement avoir beaucoup d'échecs avant d'arriver à avoir un poste de député. Et là, en réalité, je rends hommage à ton travail parce que, en fait, je dirais que tu t'appuies beaucoup sur des documents d'archives. C'est-à-dire que ça donne du sérieux à ton entreprise, c'est-à-dire que tout est ciblé d'une manière précise. Et en même temps, on suit ça vraiment, c'est haletant, parce que sous les yeux se reconstitue vraiment un itinéraire qui est un itinéraire, comme tu le disais, véritablement exemplaire. Parce qu'en réalité, il ne roule pas pour lui, on le sent très bien. C'est que sa flamme, c'est une flamme pour le collectif. C'est ça qui est magnifique, quoi. Oui. Alors, donc... Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Et... en fait, il a eu le malheur de perdre son père à l'âge de 3 mois. Il avait 3 mois, Pierre Bloch. Oui. Et puis il retrouve, tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale, dans le bureau, deux cartes d'adhérents qui vont avoir une influence... terrible sur lui-même. Son père était adhérent à l'AICFIO et son père était adhérent à la Ligue des droits de l'homme et qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui qui défendait la libération d'Abdallah, mais qui avait été créée pour obtenir la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Ce qui est joli aussi, ce que tu dépeins dans l'ouvrage, c'est qu'on sent qu'il y a une rigueur du père, rigueur avec quelqu'un qui est vraiment un intellectuel, il faut le dire. Et la mère est extrêmement affective et elle entretient avec son fils une telle relation qu'à un moment, il y a quelque chose de risible, c'est qu'il se trouve à Bizerte et on va penser que... je ne sais pas, c'est un adjudant, je crois, qui dit « Arrêtez d'être avec votre maîtresse », parce qu'en fait, elle paraissait très jeune, et que pour être au plus près de son fils, elle avait pris un hôtel pour être à côté de la caserne, quoi. Écoute, ça s'invente pas, ça. Écoute, je crains que c'était une mère juive. Voilà, c'est ça. Exactement.
Alors, toi, dans tout ce que tu as essayé de défricher autour de son itinéraire, quels sont, je dirais, les chapitres peut-être les plus importants? Moi, j'en retiendrai quelques-uns, si tu permets. C'est d'abord qu'il est juré au procès Pétain, c'est pas rien. C'est pas rien. Et là encore, c'est une voix qui va s'opposer, je dirais, à la doxa ambiante. La doxa ambiante, c'est que Pétain, à ce moment-là, est uniquement accusé de trahison, je dirais, comme chef d'État, mais en aucun cas on parle du génocide des Juifs. Et là, il apporte une voix. Il n'est pas entendu. Mais ça, c'est frappant, comme dans ce chapitre. Oui, je pense que c'est pas connu, mais donc... alors pourquoi tout d'abord il est juré au procès Pétain? Oui. Parce qu'il fait partie de ces députés qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Oui. D'autant plus que lui, alors qu'il n'était vraiment pas obligé en tant que député, il est parti combattre pour la France. Oui. Il est allé se battre. Donc, il se retrouve effectivement, comme tu l'indiques, juré. Oui. Il est menacé de mort. Oui. En plus, il est juif. Donc, bien sûr, il a tout pour plaire. Hein. Bien sûr. Et effectivement, à cette époque-là, les jurés pouvaient prendre la parole, y compris durant le procès de Pétain. Et comme on le sait, c'est que un certain nombre de magistrats qui composaient le tribunal étaient eux-mêmes des gens qui avaient... Mais évidemment. Qui avaient, pardonne-moi si je t'interromps une seconde, mais justement, ce qui est plaisant dans ton ouvrage, c'est qu'en même temps que tu accompagnes cette biographie, tu n'oublies pas l'arrière-fond historique, et je dirais même politique, parce que en fait, tu vas cibler ces mêmes magistrats qui vont dans la continuité de ce qui s'était passé avec Pétain et qui vont juger l'homme qui était leur patron, au fond. Absolument. C'est ça qui est absolument renversant. Quoi. Absolument. Et donc, tu vois, et tu l'as bien souligné, c'est que alors que l'on accuse Pétain de trahison patati patata, Pierre Bloch, et il est le seul, soulève le problème de la complicité de l'État français à la déportation des Juifs de France. C'est ça. Et on l'envoie balader. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, là, il est victime de l'histoire de l'époque, c'est-à-dire qu'il intervient trop tôt. Oui. Mais il intervient quand même, c'est ça. Et tu laisses. Et ton honneur pour lui, c'est de laisser une trace là-dessus. Parce qu'en fait, on passe sous silence aussi qu'il était présent à ce procès et qu'il s'est révolté. Alors, il y a aussi d'autres chapitres, on ne peut pas évidemment tous les approfondir, mais ce qui est touchant aussi, c'est sa relation très amicale, très serrée avec Léon Blum. Là aussi, on peut dire qu'il appartient à l'histoire, parce qu'il a été vraiment très ami avec Léon Blum. Oui. C'était tout d'abord une relation de respect, puisqu'il y avait une différence d'âge. Et Léon Blum, pour lui, c'était... la référence. Sa référence, j'ai envie de dire, le mentor en politique. Et donc, effectivement, lorsque Pierre Bloch faisait sa campagne électorale, après une troisième tentative, il devient député du Front populaire et, bien évidemment, Léon Blum vient le soutenir durant sa campagne électorale. Et surtout, ce qui est complètement fou, alors que Pierre Bloch s'est échappé, eh bien, il prend le risque de se rendre là où est incarcéré Léon Blum après le procès complètement fou de Riom. Et quand... moi, ça m'a beaucoup touché, mais quand Léon Blum va être libéré après toute une cavalcade de Buchenwald, il va passer par des tas d'endroits, le premier qui vient l'accueillir à Paris, c'est Pierre Bloch. C'est Pierre Bloch. Oui. Alors, tu vois, là aussi, ça mérite... Alors, évidemment, la biographie de Léon Blum est connue, mais il y a aussi comme ça des vignettes, comme ça des instantanés qui montrent encore plus de chair, je dirais, autour de Léon Blum, c'est-à-dire ses amis intimes. Et Jean-Pierre Bloch en fait partie. Et alors, ce qui est séduisant aussi chez lui, c'est qu'on parlait de l'engagement, on parle de cet esprit de résistance. C'est que tu décris très très bien, une fois qu'il rentre dans la résistance, il est arrêté, il va se retrouver donc au camp de Mozac, un camp qu'on ne connaît pas très très bien du reste,
et il va s'en évader pour continuer la résistance. C'est ça, un mensch, c'est ça. C'est un peu comme d'autres personnes que tu as connues, qu'on a aimées aussi. Souviens-toi, Jacques Lazarus. Bien sûr, Jacques. Oui. Jacques Lazarus, cet homme magnifique aussi, qui en fait part en déportation par le dernier wagon, et avec d'autres hommes, je voudrais citer, c'est aussi Alain Fischer, le rabbin Lot, vont s'évader de ce convoi de déportation pour retourner, je dirais, prendre les armes. C'est ça qui est magnifique. C'est des hommes qu'il faut toujours saluer, ça. Tu es d'accord? Oui, absolument. Écoute, alors Pierre Bloch a été emprisonné à 3 reprises. Oui, 3 reprises. 3 reprises. La première fois, c'était par les Allemands, lorsque les Allemands ont fait leur percée en mai 40. Oui. Ensuite, il a été arrêté par la police française, c'était à Mozac. Et la troisième fois, c'est quand il a voulu passer par l'Espagne pour rejoindre le général de Gaulle, mais il a été arrêté par Franco. C'est ça, ouais. Alors justement, tu évoques de Gaulle, là il y a un très beau chapitre, c'est sa rencontre avec le général de Gaulle. Et il y a quelque chose de très beau aussi, c'est que, et je crois que c'est quelque chose qu'il a gardé toujours près de lui, Jean-Pierre Bloch, c'est une photo dédicacée du général de Gaulle, avec des termes très touchants sur lui. Oui, absolument. Et alors, effectivement, il y a eu le premier contact, j'ai envie de dire, entre Pierre Bloch et de Gaulle. C'était un petit peu comme moi avec Pierre Bloch, très impressionné. Il va voir le général de Gaulle, qui pratiquement ne lui dit rien à Londres. Et puis, ça se termine par, bon, on pourrait déjeuner un de ces jours ensemble. Pierre Bloch se dit, bon, il ne m'a rien proposé. Et le déjeuner a lieu et il va lui proposer de s'occuper du service politique du contre-espionnage de la France libre. Et puis par la suite, comme tu le sais, il a été un ministre du général de Gaulle. Bien sûr. Et je voulais ajouter que sa femme, la femme donc, de Pierre Bloch, Gaby, qui a été une grande résistante également, a été décorée de la médaille de la résistance par le général. Oui. Alors, il y a aussi un autre personnage qu'il croise, évidemment, c'est Mendès France, qui va l'introduire d'une certaine manière auprès du général de Gaulle. Tu le dis très très bien. Mendès France possède le numéro de téléphone du quartier général du chef de la France libre. Et donc, il va l'introduire d'une certaine manière. Et voilà, je voudrais lire ce passage, parce qu'en fait, d'abord, c'est bien écrit, c'est clair. Pierre Bloch est introduit dans le bureau sobrement décoré par une grande carte de France. Le général de Gaulle est debout, en uniforme, sans aucune décoration, juste une croix de Lorraine à droite sur sa poitrine. Pierre Bloch ne l'imaginait pas aussi grand de taille, et il est ému de rencontrer enfin l'homme de l'appel du 18 juin. Impassible, l'air sérieux, il lui dit « Pierre Bloch, vous voilà, je ne vous attendais pas, ce sont les Anglais qui vous ont amené. » Pierre Bloch a du mal à s'exprimer, intimidé et déconcerté par l'accueil que lui réserve le général, qui lui demande de lui raconter ses faits d'armes depuis le début de la guerre. Pierre Bloch, impressionné, essaye de ne rien oublier dans la narration de son action de ces 3 dernières années. Il se rend compte à quel point De Gaulle est informé de tout ce qui se passe en France. En quelques lignes, on voit un décor. c'est presque un film, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et je crois que, tu vois, moi j'ai essayé, comment dirais-je, comme tu le dis, au-delà, je dirais, du parcours extraordinaire de Pierre Bloch, de remettre chaque fois le cadre historique. C'est ça. Ça me semble très important. Alors, il va rester quand même 3 mois à Londres. Il va quitter Londres, donc, au bout de ce temps, pour Alger, qui a été libéré par les Alliés et où le général de Gaulle va mettre en place ce qu'on appelle l'Assemblée consultative provisoire et un gouvernement provisoire dont il va faire partie. Son périple continue, mais l'Algérie, c'est déjà la France. Et alors, là aussi, d'autres personnages interviennent. Après un intérim de 15 jours du commandant Lazare Duprat, un autre personnage qui arrive, un grand personnage, Lazare Rachline, qui, au fond, nom de guerre, Lucien Rachet, devient le nouveau chef du service politique du PCRA. Ce qui est plaisant dans cet ouvrage, c'est qu'en même temps, il y a un rafraîchissement de mémoire avec la toile de fond historique qui remet, je dirais, son itinéraire dans une vraie perspective, quoi.
c'est pour ça que c'est un ouvrage, me semble-t-il, important aussi auprès des jeunes générations. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre d'ouvrage où tu peux aller à la rencontre des élèves et vraiment faire un point d'histoire autour d'un homme qui a un rôle central. Et ton mérite, je te dis franchement, c'est de l'avoir mis en lumière, quoi. Écoute, c'est trop gentil. Non, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Et tu vois, bon, tu le sais très bien, moi aussi, je suis un névrosé de l'écriture, si je puis dire. J'aime travailler, j'aime écrire, mais je te dis franchement, je suis toujours ému de voir qu'on peut trouver un filon qui apporte quelque chose, je dirais, au niveau de la société. C'est le cas de Jean-Pierre Bloch. Parce qu'en réalité, c'était connu, mais c'était mal connu. Tu vois ce que je veux dire? Et la force de l'écrivain, c'est de redonner justement de la lumière. Oui, et puis tu sais, je crois que pour certains, oui. Pierre Bloch, ça commence et ça s'arrête à la période où il a été président de l'ALICA, qui est devenu l'ALICRA. Mais bien souvent, on ignore tout ce que tu décris. Et j'ai envie de te dire que pour moi, disons, le point de départ était 1905. Oui. En 1905, il n'était pas commun qu'un père, enfin, un homme d'origine ashkénaze d'Alsace épouse une séfarade de Sétif. Bien sûr. Et je me suis dit, rien que ça me plaît. Bien sûr. Ça me plaît. Bien sûr, et donc, bien sûr. j'essaie de fouiller à travers toutes les sources familiales. Oui, mais il est marqué, hein, je dirais, il est marqué dans la mesure où, en réalité, dans son attitude, dans son comportement, je dirais, il est vraiment, il amalgame les deux courants, ça c'est évident. Il y a infiniment de chaleur chez lui, et il y a infiniment de sérieux aussi. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que son père et sa mère lui ont transmis, je dirais, cette identité. Et puis je vais te dire, c'est que moi, ce que j'ai toujours aimé chez Pierre Bloch, c'est que c'était un combattant, il faisait les choses avec sérieux, mais lui-même ne se prenait pas au sérieux. Oui, bien sûr. La preuve, c'est que, regarde, il y a un chapitre extraordinaire qui m'a beaucoup plu. Je ne savais pas qu'il était si près de Johnny Hallyday. C'est incroyable. Johnny Hallyday qui le considérait comme une autre famille, quoi. Incroyable. Oui, non, mais effectivement, pour Johnny, la famille Pierre Bloch, c'était sa deuxième famille, d'autant plus que, comme tu le sais... Il y a une belle photo, du reste, on le voit. Oui, absolument. Je ne sais plus à quelle page, mais on le voit avec Johnny. Et puis, là, tu nous apprends quelque chose. Je ne pouvais pas soupçonner qu'effectivement, Johnny, sa femme, à l'époque, était si près de Jean-Pierre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, tu veux que je te dise, et alors là, je ne sais pas comment tu l'as trouvé, cette photo, parce qu'il y a des photos de Jean-Pierre Bloch, il y en a certainement, évidemment, des milliers, mais celle-là, qui est sur la première de couverture, elle est incroyable, parce que c'est l'homme dans sa vérité, dans ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est dans sa révolte, quoi, et qui s'exprime, on le sent. C'est-à-dire que là, on voit la photo, mais très curieusement, elle est tellement parlante que sa voix résonne à travers la première page de couverture. Alors, incroyable. Comment tu l'as trouvé, cette photo? Alors, écoute, je vais te dire, c'est qu'on en a beaucoup parlé avec mon éditeur, également avec Claude Pierre Bloch. C'est un de ses fils. Un de ses fils, malheureusement, Jean-Pierre, qu'on a bien connu aussi. n'est plus avec nous. Ouais. Alors, pourquoi on a choisi cette photo à trois? Parce que, bien sûr, c'est la photo du tribun. C'est ça. Mais Claude, regarde, autour de lui, il n'y a que des jeunes. Mais voilà. C'était l'homme qui était capable de parler aux jeunes. C'est ça, de les lever. Oui, vous savez, tu sais, je le raconte, mais lorsque, il a fait un nombre incalculable de manifestations, et pas que pour des causes juives. Oui. Et la question qu'il se posait toujours, c'est est-ce qu'il y aura des jeunes à la manif? Et puis, une fois qu'il était à la manifestation, il se faisait systématiquement engueuler par sa femme parce qu'il rentrait tard. Il discutait toujours avec les jeunes. Et il disait toujours, si j'ai réussi à convaincre un jeune, c'est gagné. Et c'est pour ça que cette photo a été choisie. Oui.
Mais il faudrait en parler pendant des heures de Jean-Pierre Bloch. Il y a la leçon que je retiens avec lui, d'abord, on parlait des amitiés, son admiration, son estime, et puis sa solidarité avec les Klarsfeld, déjà depuis le début, au moment des procès de Cologne. Ça, c'est quand même quelque chose de remarquable que tu as bien souligné, et tu es allé à la rencontre, à cet effet, à la rencontre des Klarsfeld, qui t'ont aussi donné 2 documents. Mais aussi, je dirais qu'il a aussi un beau visage au moment de l'affaire Papon. Parce que là aussi, je dirais, va s'opposer au baron du gaullisme à ce moment-là, qui en fait trouve que ce qui s'est passé pour Papon lorsqu'il était secrétaire général de la Gironde en responsabilité des affaires juives, responsable quand même de la déportation de 1690 juifs de Bordeaux, on pouvait considérer que c'était comme une sorte d'épiphénomène, puisqu'il avait fait un peu de résistance à la fin de la guerre. Papon, lui, reste droit dans ses bottes et il dit non, en fait, je n'ai pas trouvé de véritable trace et je ne peux pas apporter ma bénédiction. Et en fait, face à cela, il s'oppose à tous ceux qui viennent témoigner pour Papon, c'était le révérend Père Riquet et d'autres. Oui, y compris Maurice Druon. Voilà, Maurice Druon. Oui, qui a fait une déclaration lamentable. Et ça, tu remets les pendules à l'heure à ce moment-là. Oui. Et tu as bien fait. Et c'est d'autant plus méritoire que Pierre Bloch, donc, qui va témoigner au procès Papon, est le dernier témoin. Oui. Et il part, il est malade. Il a une bronchite. Oui. Il est âgé. Et c'est le type qui dit, moi, je ne peux pas laisser passer les choses. C'est-à-dire qu'on essaie de le dissuader d'y aller. Il dit non, j'y vais. Oui. Et effectivement, son témoignage, puisque lui avait... c'est la sidération de tout le monde, parce qu'on pensait qu'il allait cautionner Papon. Oui. Oui, parce qu'effectivement, il y avait eu, sur la demande de Papon, quelques années auparavant, un jury d'honneur. Là aussi, dans ce jury d'honneur dont Pierre Bloch faisait partie, avec Daniel Mayer, ils se sont opposés. Absolument. Et d'ailleurs, Serge, qui était témoin, bien sûr, a également été très direct, très virulent. Mais bon, et puis tout le monde sait que ça a traîné, que le rôle extraordinaire de Michel Zelensky à l'époque, qui a permis que ça se fasse. Qui venait déjà à l'époque dans cette émission, parce qu'en fait, on peut dire que c'est le premier. Absolument. On est en mai 81, je m'en souviens très très bien, et lui-même avait reçu ces documents de la part d'un autre historien, je me souviens plus de son nom, mais enfin. Et Serge, à ce moment-là, évidemment, après, fait ce travail de collection des documents pour les remettre aussi. Et ça part aussi du Canard enchaîné, souviens-toi. Oui, absolument. Il y a eu des papiers dans le Canard enchaîné. Énorme scandale à l'époque. Et puis, bon, après, il faudrait parler, mais ça demanderait aussi des heures, c'est ce qui s'est passé pendant le procès, puisque là encore, les Klarsfeld n'étaient pas en accord avec les autres avocats, qui, eux, demandaient, je dirais, une peine importante, alors que les Klarsfeld tenaient à ce que ce soit un rapport équilibré de 10 ans de prison, ce qui a été, donc accepté au tribunal. Mais pour finir avec Papon, c'est pas la prison, c'est pas, je dirais, cette punition qui a été la plus douloureuse pour lui. C'est le fait qu'on lui ait retiré la Légion d'honneur. Oui, tout à fait. Et je me souviens, il faut le dire, nous étions, nous, les fils et filles, à manifester devant la chancellerie pour qu'on lui retire, parce que ça n'a pas été évident, mais il était insensé qu'un homme qui était quand même responsable de la déportation de femmes, d'hommes et d'enfants dans la France profonde, Bordeaux, puisse arborer cette distinction sur sa poitrine. Oui, mais les enfants lui ont remis dans son cercueil. Alors, oui, mais écoutez... Je referme la parenthèse. Non, voilà. Mais alors écoute, moi je vais te dire, c'est que moi je suis allé à plusieurs reprises durant le procès à Bordeaux. Oui, bien sûr. Pour écouter les on y était, oui. On y était. Évidemment. Les différentes souviens-toi, on manifestait dehors aussi avec nos banderoles. Absolument. Et puis il y avait... les fils et filles avaient organisé aussi une présence. De la même façon, là je suis en train de penser... également à un autre moment qu'on a vécu ensemble, c'était le procès Barbie. Mais évidemment, à Lyon. À Lyon. Et Touvier, bien sûr, et Touvier à Versailles. À Versailles, je veux dire que
Et du reste, pour Versailles, et c'était à ce moment-là Arnaud Klarsfeld, hein, qui était, de même que pour Papon, faut lui rendre hommage. Ouais. C'est lui qui était en charge de défendre des partis civils, hein, bien sûr. Et je dois dire, souviens-toi, c'est que celui qui faisait peur à Papon, c'était quand même Arnaud Klarsfeld. Hein. Oui, il le craignait. Hein, il le craignait. Oui, d'ailleurs, on peut renvoyer nos amis, et je le cite dans ma biographie, un livre qu'Arnaud a écrit après le procès. Oui, bien sûr. Hein, qui est tout à fait. Tout à fait édifiant. Oui, enfin, oui. Je pense Alors, Raïm, il y a encore tellement de choses, et évidemment, à traiter. Il faut quand même rappeler, et à bon escient du reste, que tu soulignes la connexion qu'il peut y avoir avec quand même un événement qui va se passer, je dirais, dans ces années de la post-Shoah, c'est la rencontre de Jules Isaac avec le pape. Et là, je dirais que là aussi, il y a une connexion avec Jean-Pierre Bloch. Oui, parce qu'effectivement, Jean-Pierre Bloch a animé avec Cléta Maillère, la femme de Daniel Maillère, pendant des années, un centre qui avait pour but d'essayer de rapprocher juifs et chrétiens, parce que malgré ce qui avait été la réunion de Sélisberg, ça n'avançait pas tellement. Et l'homme qui avait travaillé, y compris pendant la Shoah, sur ce thème, c'était Jules Isaac. Hein. On a tous étudié sur les manuels d'histoire Mallet Isaac. Et Jules Isaac a dit, finalement, pour que ça bouge, il faut aller voir, j'allais dire, le porte-parole du bon Dieu. Et ça a marché. Et c'est Pierre Bloch qui l'a organisé. C'est ça. Et tu dis, là aussi, tu fais comme une sorte de tikkun, c'est-à-dire tu remets en perspective avec la vérité au bout. C'est un constat de vérité. Tu dis très très bien. Ainsi, Jules Isaac, grâce à cet entretien historique, donc avec le pape, organisé par Jean-Pierre Bloch, a contribué à ce que l'enseignement de l'estime succède à l'enseignement du mépris, mais il ne l'a pas vu de son vivant. Jules Isaac est mort le 5 septembre 1963, quelques mois après que Jean XXIII se soit éteint le 3 juin 1963. Et tu dis, remercié chaleureusement par Jules Isaac, Pierre Bloch avait déclaré « Ce voyage à Rome, c'est la plus grande fierté de ma vie ». Et là, tu vois, derrière les événements, il y a aussi la psychologie des personnages, bien sûr. Au début de notre entretien, je te disais qu'au fond, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne roule pas pour son ego, il ne roule pas pour lui, il roule pour un collectif. Et ce qui lui tenait à cœur, c'est d'apporter de l'apaisement entre juifs et chrétiens. Oui, et tu sais, bon, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il s'est battu énormément pour des tas de causes. Il y avait, par exemple, pendant des années, dans le droit de vivre, il y avait toute une page qui était consacrée au jour du voyage. Oui, c'est vrai. On n'en parle plus. Et puis, en travaillant sur la collection du droit de vivre, j'ai bien sûr retrouvé des tas de combats. Je pense notamment avec Joséphine Baker, qui s'est battue pour apporter une caution au pasteur Luther King, pour obtenir les droits civiques pour les Américains, qu'on appelle maintenant les Afro-Américains. Il s'est battu pour les Kurdes. Enfin, je veux dire que dès qu'il y avait une souffrance dans le monde, Pierre Bloch était là. Je crois que c'est un grand monsieur, et j'adorerais qu'on ait maintenant en 2025 de dignes héritiers de son combat. Oui. Est-ce que, alors question, je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce qu'il a une place, est-ce qu'il a une rue à Paris ? Oui. Il a une rue qui est dans le 15e arrondissement. Oui. Il y a aussi un timbre qui a été édité. Oui, très bien. Oui. Et puis, à Laon, où il a été le maire adjoint, il y a également une rue qui porte son nom. À Bergerac, il y a un square qui porte le nom à la fois de sa femme et de alors justement, arrêtons-nous sur sa femme, Gaby. Parce que, bon, là encore,
Du reste, les itinéraires, et c'est Serge qui le dit, Serge le dit souvent, c'est que ces itinéraires, ces épopées, ces combats ne peuvent être réussis que dans la mesure où les gens sont aussi heureux en couple, quoi. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Jean-Pierre Bloch et sa femme. Gabi, pour lui, ça a été vraiment la femme qui l'a accompagné, dont il s'est, je dirais, dont il était existentiellement, je dirais, important pour lui, qu'elle soit à ses côtés, quoi. C'est très touchant de voir l'amour qu'ils se sont portés l'un l'autre. Et puis, on imagine très, très bien qu'au moment où elle va partir avant lui, du reste, c'est quelque chose qui supporte mal, quoi. Écoute, tout d'abord... Toi, j'en bafouillais parce que l'idée de voir qu'un couple comme ça puisse être séparé, ça nous fait mal au cœur. Oui, alors écoute, tu vois, ce qui est aussi très intéressant, c'est la notion d'universalisme, quelles que soient nos origines. Oui. Alors, de la même façon que Béate n'est pas juive, oui. Gabi n'était pas juive. Oui. Et Pierre Bloch avait l'habitude de dire elle est beaucoup plus pro-israélienne que moi. Oui. Et effectivement, ils ont été mariés 60 ans. Oui. Ils se sont retrouvés dans la résistance. Et elle n'a pas hésité à confier à sa sœur aînée ses 3 bébés pour aller dans la résistance. Non, mais alors, elle aussi, elle mérite pratiquement un livre, enfin, je veux dire, parce que ce qu'elle fait, c'est tellement héroïque, quoi. C'est tellement incroyable. Parce qu'en fait, d'abord, elle va avoir la plus haute décoration qu'on puisse imaginer pour une femme. Et puis, je dirais, c'est une vraie combattante. Oui, mais écoute, je vais te dire, c'était un couple vraiment exceptionnel. Et puis, alors, tu parlais de l'enterrement. Bon, j'étais avec beaucoup d'amis. Oui. Je ne sais pas si tu étais aussi à l'enterrement de Gabi. Non. Et je me souviens d'une scène qui est... on avait trouvé une espèce de chaise pliante. Oui, tu le racontes dans le livre. Pour Pierre, où il commence à pleurer. Il est effondré, là. Il est effondré parce que, écoute, c'était... tu vois, et lorsque Pierre Bloch est parti, Sylvia Zimmermann, qui a été une compagne de route, a eu cette phrase magnifique qui était de dire Gabi soutenait Pierre, puisque c'était son véritable prénom, qui soutenait le monde. Je trouvais ça c'est fabuleux. Oui, en plus, c'est le reflet de la vérité. Écoute, il nous reste peu de temps. Je suppose qu'après un ouvrage, cet ouvrage d'hommage, quelque part, tu dois te sentir apaisé, parce qu'en réalité, tu es allé jusqu'au bout d'un projet qui t'appartenait déjà depuis longtemps et qui, enfin, aujourd'hui, voit le jour avec une belle facture. Il faut saluer les éditions Glyph. Glyph. Et je voudrais donc rappeler le titre, Raïm Musicant, donc Jean-Pierre Bloch, de tous les combats. On peut le trouver partout. Et je voudrais juste ajouter que j'ai été très honoré puisque j'ai reçu pour ce livre... il faut le dire. Je te laisse le dire. Il faut le dire. Oui. Alors, vas-y. Alors, j'ai reçu le prix de l'universalisme du festival Joséphine Baker. Voilà. Et comme chacun sait, Joséphine Baker a été une militante. Mais en plus de ça, ça colle bien avec l'esprit du livre, quoi. Ça le prolonge. Bon, écoute, alors, ce qui serait bien, tu veux que je te dise, c'est qu'on n'a pas fait le tour. On a ébauché, on a vu certains chapitres importants. Mais je reviens à ce que je disais au début. À notre époque, qui est tellement sombre, ça fait plaisir d'avoir un peu de lumière avec un Jean-Pierre Bloch. Il faut que tu reviennes. Avec le plus grand plaisir. Tu reviendras et puis on abordera d'autres chapitres parce qu'on n'a pas fait le tour. En tous les cas, merci Raïm Musicant. Chers amis, à mercredi prochain.